Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur la structure et le fonctionnement des transistors MOS. Les transistors MOS, on a vu dans les semaines qui ont précédé les transistors bipolaires, donc les transistors BJT, NPN, PNP, et les mécanismes de conduction qui impliquaient deux types de porteurs, les majoritaires et les minoritaires, et on a vu la caractérisation de ces dispositifs comme une source de courant commandée par un courant. Maintenant, on va entrer dans le traitement du cours où on va parler des transistors MOS. Donc, c'est intéressant de faire un parallèle entre les deux types de transistors. Le cours commence par les BJT parce qu'ils sont peut-être un peu plus faciles à assimiler au début et ensuite un peu plus aussi faciles à résoudre dans des configurations circuits. Cependant, les transistors MOS aujourd'hui sont devenus dans beaucoup d'applications les transistors dominants et sont utilisés partout. Donc, maintenant, on va parler un langage légèrement différent. Les transistors, on va parler de MOS à enrichissement, MOS à appauvrissement ou à déplétion. Les deux termes s'emploient. Puis on va parler de canal N ou de canal P. Donc, on va voir que le MOS à enrichissement à canal N, ben en fait, ça va être un peu l'analogue du BJT-NPN. Et de la même façon, le MOS à enrichissement à canal P, ça va être le pendant du PNP. Euh, on va voir donc que, en fait, c'est un des points sur lesquels je reviens souvent dans le cours. N'importe quelle configuration vous auriez mis un NPN, vous allez pouvoir typiquement mettre un MOS à canal N, puis en première approximation, ça va se comporter à peu près de la même façon avec des avantages, des inconvénients et des différences. Donc, on commence par comprendre celui qui est un peu plus facile à comprendre, puis ensuite, on s'en va vers un deuxième qui implique des résolutions d'équations toujours un petit peu plus compliquées. Donc, on commence par ce qui est plus facile. Et puis là, maintenant, on est prêt à attaquer le MOS à canal N, le MOS à canal P. Puis, c'est un transistor à enrichissement qui va être le transistor alpha, le transistor de base qu'on va utiliser en référence. Dans ce transistor, le mécanisme de conduction implique un seul type de porteur. Donc, contrairement au cas du transistor BJT qui impliquait deux types de porteurs avec des charges minoritaires dans la base, là maintenant dans le canal d'un transistor MOS, c'est les porteurs majoritaires et les porteurs sont du même type que le transistor. Donc un transistor MOS enrichissement de type N, les porteurs sont de type N. Et en gros, le transistor va se comporter comme une source de courant commandée par une tension. Comme on va y venir, comme on va insister, comme on va le voir, on n'a pas à fournir un courant soutenu pour que le transistor nous donne un courant de sortie. Tout ce qu'on a à lui fournir, c'est une tension de polarisation. C'est très, très avantageux dans plusieurs configurations, en particulier quand vous cherchez à réaliser une très haute impédance d'entrée. Donc, les si on compare les MOS et les BJT avantages-inconvénients, donc l'avantage du BJT, c'est un produit gain de bande passante assez élevé, donc qui était à l'origine plus grand que pour les MOS. Puis là, je faut nuancer, hein, parce que il y a des bonnes raisons pourquoi initialement les BJT ont dominé le marché et ont été le composant de choix pendant 15 ou 20 ans. Mais après, les MOS se sont mis à s'améliorer et ont fini par rattraper. Mais au départ, le transistor qui donnait le plus de gains à haute fréquence, c'était le BJT. Maintenant, c'est moins vrai. Et puis, le BJT avait un avantage, et en particulier, c'est une très bonne raison pourquoi travailler avec lui au laboratoire dans un cours d'électronique, quand on est en train d'apprendre comment ça fonctionne,
c'est que le transistor et BJT est beaucoup moins susceptible d'être endommagé quand on le maltraite, comme par exemple quand il y a des charges électrostatiques, chose tout à fait commune dans un environnement de laboratoire où vous allez vous charger. Si vous êtes dans un environnement sec, vous allez vous charger, puis quand vous touchez de l'électronique, en vous déchargeant, vous pouvez facilement détruire des composants électroniques. Donc, c'est un peu plus délicat avec les MOS. Il faut les traiter plus délicatement, il faut un peu les protéger parce qu'on peut assez facilement détruire la grille d'un transistor MOS. Donc, le transistor MOS, ses avantages, ça va permettre la réalisation de circuits avec des très grandes impédances d'entrée et un courant de polarisation qui est, on dit, faible, voire inexistant. Donc, on a juste à fournir un courant pour que, pardon, une tension pour que le transistor fonctionne. Il n'y a pas de courant soutenu à lui fournir. Une fois qu'on a établi un potentiel de polarisation, avec ce potentiel, le transistor va pouvoir fonctionner. On va pouvoir ensuite superposer un petit signal qui va nous permettre d'arriver à la fonction que l'on veut. Le transistor faible bruit, dans ce cours, on parle peu ou pas de bruit, donc la modélisation en bruit, ben, on ne la touche pas. Donc, vous n'allez pas voir, ça va demeurer une affirmation gratuite au niveau de ce cours. Bonne stabilité thermique, on va voir pourquoi plus tard. Si les transistors bipolaires ont envie d'avoir un emballement thermique du style plus ça chauffe, plus ça conduit, puis plus ça conduit, plus ça chauffe, puis ça se détruit, on va voir que le transistor MOS a l'effet contraire. Quand le transistor MOS surchauffe, il a envie de conduire moins, de ralentir. Donc, il a tendance à s'auto-protéger quand on veut abuser de lui en termes de la puissance ou du courant que l'on veut en tirer. On parle de faible susceptibilité à la radiation, qui peut être un avantage dans un environnement aérospatial. C'est aussi, on va voir une des applications qu'on va discuter, c'est qu'on peut se servir d'un transistor MOS comme un commutateur analogique. Grand avantage, quand on prend un transistor bipolaire, il nous reste toujours un VCESat. Donc, il ne passe pas exactement le signal au complet. Alors que le transistor MOS, lui, va nous donner cette propriété de passer un signal au complet sans avoir de perte de VCE de saturation. Donc, il n'y aura pas l'équivalent d'un VCE de saturation pour un transistor MOS. Il est vraiment capable de se rendre avec une chute de zéro et d'être exploité comme un commutateur analogique. Puis bien sûr, un des grands avantages des transistors MOS, c'est le très haut degré d'intégration. Donc, j'ai sorti une métrique ici de 10 exposant 7 transistors, donc 10 millions de transistors par millimètre carré. Et puis, comme on n'arrête pas le progrès, ça avance encore. Aujourd'hui, la densité augmente encore. Mais on peut donc, avec des transistors MOS aujourd'hui, avoir plusieurs milliards de transistors sur une puce de silicium qui peut avoir la dimension d'un ongle de votre pouce. Et puis quand on parle d'une puce relativement petite, les plus petites puces qu'on est capable de faire, typiquement ça se mesure à 1 millimètre carré, mais 1 millimètre carré peut être assez d'espace pour aller mettre 10 millions de transistors, ce qui est beaucoup et qui nous permet de faire des fonctionnalités assez évoluées, assez élaborées. Donc, notre transistor MOS va se présenter comme ceci. En fait, on voit deux vues d'un transistor MOS. Ça, c'est une vue qui ressemble à une vue 3D en vue plongeante là, sur le dispositif qui va être réalisée sur la surface d'une tranche de silicium. Donc, typiquement, dans une technologie moderne, on va créer des lingots de silicium qu'on va couper en tranches. Les tranches vont typiquement faire 1 millimètre d'épaisseur. Ensuite, elles vont être amincies, aplanies. Donc, typiquement, on va fabriquer les transistors MOS sur une tranche de silicium qui va avoir entre 500 et 800 microns, donc 0,5 mm d'épais.
Et donc là-dessus, on va venir faire une suite de couches qui vont nous donner une zone typiquement pour un transistor N, une zone N+ et une zone N+. Et donc ça, ce qui va nous donner deux des électrodes importantes, la source et le drain. Et entre les deux, on va avoir la grille. La grille, ça va être l'électrode de commande qui va nous permettre d'induire un canal entre le drain et la source. Et en induisant un canal, notre commutateur va se mettre à conduire. Et on peut le faire en imposant une tension appropriée sur la grille. Au départ, les premiers transistors MOS avaient des grilles en métal, d'où le nom MOS, Metal Oxide Semiconductor, parce que le diélectrique qu'il y a entre la grille et le canal, c'était du SiO2. Donc, de SiO2, ça porte un autre nom dans le langage commun, on appelle ça de la vitre. Donc, c'est une forme de verre pur. Donc, SiO2, c'est comme du verre. Et la grille du dessus, c'était à l'origine typiquement de l'aluminium. Donc, la structure Metal Oxide Semiconductor, MOS, a donné son nom au dispositif. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Et comme on ne s'intéresse pas beaucoup à la microélectronique, la microfabrication, je peux vous inviter à aller suivre le cours suivant, mais gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, les transistors ne sont pas nécessairement faits exactement comme ça. Ils l'ont été pendant longtemps, et aujourd'hui, on utiliserait un autre matériau pour réaliser les grilles, par exemple du silicium polycristallin, mais ça, finalement, c'est un détail, c'est un enrichissement au cours. Donc, rappelez-vous que le MOS vient de Metal Oxide Semiconductor et que essentiellement, ça se comporte comme un condensateur entre une grille d'électrodes de commande et le canal. Et le canal a une longueur de canal, le grand L, et une largeur de canal, le W, et donc la conduction et les propriétés électriques de ce transistor vont dépendre de L et de W, puis les trois électrodes importantes vont être typiquement la grille commande, la source et le drain. Il y a généralement une quatrième électrode qui est à considérer. Vous la voyez ici, c'est le B, le bias ou le bulk, dépendant comme quel langage vous voulez employer. Donc, normalement, il y a une quatrième électrode pour un transistor MOS qui est son substrat. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que le substrat va être électriquement relié à la source. Donc, ça va être le même point. Il n'y aura pas deux points. Donc, vu de l'extérieur, quand on prend un transistor MOS dans nos mains, bien, typiquement, on va voir trois électrodes, la source, la grille et le drain. Et dans ce cas-là, en réalité, la quatrième électrode, soit le bord ou le substrat, aura généralement été reliée à la source, qui est la façon classique de l'utiliser. Donc ça, c'est une vue du transistor. Bon, c'est une vue qui est plus réaliste. La vue qu'on va utiliser de façon plus commune quand on veut parler du transistor, c'est tout simplement une vue en coupe du même dispositif. Donc là, vous voyez la longueur de canal, vous voyez la grille sur drain, la grille de métal, l'oxyde qui est donc l'isolant, qui est le diélectrique entre la grille et le canal, puis une grille de transistor MOS, ben, ça ressemble un peu à un condensateur, et une des plaques du condensateur, c'est la grille, puis l'autre plaque du condensateur, c'est le canal du transistor que l'on veut créer. Donc, maintenant au niveau des symboles, si on change un peu de niveau d'abstraction, d'habitude, quand on fait un schéma, le symbole qu'on va utiliser, le symbole électrique, ça va être celui-là. Et donc, c'est celui pour le canal N à enrichissement. Et donc, il y a un drain grille source, comme on en a parlé. Et vous voyez apparaître quatre transistors en même temps. Moi, je vais vous faire une recommandation très forte. Comme presque toujours,
on a travaillé avec un N à enrichissement. Le N à enrichissement, c'est l'analogue à votre NPN pour les bipolaires. Donc, prenez lui comme référence, maîtrisez-le et regardez les autres par opposition et en relation à ce N à enrichissement. La raison pour laquelle je vous le recommande, c'est que je le sais, parce que je me suis frotté à ça moi-même au début. Quand on nous montre les quatre en même temps, c'est très, très difficile de se rappeler de, finalement, des bons paramètres au bon endroit. Pourquoi? Ben parce que vous avez un N à enrichissement, vous allez avoir le P à enrichissement, et là, on va dire que le N à enrichissement conduit quand le VGS est plus grand que le seuil, et là, maintenant, pour le P à enrichissement, il conduit quand c'est plus petit que le seuil. Donc, on va dire que c'est toujours l'un et le contraire de l'autre. Donc, donc, le N en enrichissement, c'est un transistor conduit quand on met une polarisation suffisante sur sa grille, une tension qui est plus élevée que ce qu'on appelle le seuil VT. Donc, quand vous mettez un VGS qui est plus grand que VT, il conduit. Et puis, le N en enrichissement a la propriété que son seuil est plus grand que 0. Donc, vous avez la même chose pour le P enrichissement. La valeur absolue du seuil, le seuil est négatif, mais la valeur absolue du seuil est plus grande que 0. Donc, quand il n'y a pas de polarisation sur un transistor à enrichissement, il ne conduit pas, que ce soit N ou P. Pour faire conduire le N, on lui met une polarisation positive. Pour faire conduire un P, on lui met une polarisation négative par rapport à sa source. Donc, il y a une très, très grande analogie entre le PNP bipolaire et le P à enrichissement. Quand vous voulez faire conduire un PNP, vous mettez une tension sur la base qui est inférieure à celle de son émetteur. Donc, l'émetteur, c'est un peu comme la source et la base, c'est un peu comme la grille. Et donc, vous regardez ce transistor N à enrichissement, c'est un peu comme un NPN. Vous regardez ce P à enrichissement et c'est un peu comme un PNP à une nuance très importante, c'est qu'il y a l'équivalent d'un condensateur qui relie physiquement la grille et le canal, donc il n'y a pas de courant DC qui passe là. La même chose est vraie. Et nos transistors qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être des transistors à enrichissement, mais il existe aussi des transistors à appauvrissement ou à déplétion. Et ces transistors à déplétion sont très semblables aux transistors à enrichissement. Dans un N, les porteurs CDN, mais on a fait en sorte par les procédés de fabrication que, avant même de mettre une polarisation sur la grille, le transistor conduit déjà. Et ça, c'est une propriété qui peut être intéressante dans certains types de montage quand vous voulez opérer à très basse tension. Donc, par défaut, le transistor conduit déjà. Très utile pour opérer à basse tension. Ça peut induire des courants de fuite un peu plus élevés, avantages, inconvénients. Et je vous dirais que le composant vanille, le composant de base, c'est le N enrichissement. Typiquement, dans la plupart des circuits MOS, on va travailler avec des N enrichissement et des P enrichissement. Vous pouvez rencontrer des transistors à appauvrissement. C'est moins fréquent, ça existe. Et ça s'obtient comment? Bien, essentiellement en dopant la zone dans le canal et en faisant en sorte d'induire par des charges des ions permanents qu'on a mis physiquement proche du canal, d'induire un canal qui fait que même sans polarisation de grille, le transistor conduit déjà. Donc, le VGS est typiquement plus grand. Il faut que le VGS soit plus grand que VT, oui, le seuil, mais le VT, le seuil est devenu négatif. Donc, là, si par exemple le transistor N enrichissement vanille, si ça lui prend 1 volt entre la source et la grille pour se mettre à conduire, bien, le N à appauvrissement, à déplétion, lui, pourrait avoir un seuil de moins 1. Donc, quand vous avez 0 sur sa grille, il conduit déjà. Et donc, là, pour terminer un peu la quadrature du cercle, on a le P à déplétion
Et puis, c'est un peu comme le contraire du N, P enrichissement. Donc, les porteurs, c'est des P, oui. Le VGS, dans ce cas-ci, doit être inférieur au seuil, mais le seuil est plus grand que 0. Alors, évidemment, est-ce que je suis capable de me rappeler tout ça de façon intelligente? Pas vraiment. Moi, mon temps, parce que, évidemment, quand je fais le contraire du contraire 2 fois, je perds mes points de repère, puis je finis par me mélanger. La même chose va vous arriver. Donc, je vous propose de vous servir de lui comme point de référence, le N à enrichissement. Un N à enrichissement, ça ne conduit pas quand on ne met rien sur la grille. Il y a un certain seuil, pensez à 1 volt, peut-être 2. Donc, vous avez un seuil d'1 volt, disons. Il faut que vous imposiez une tension sur la grille qui excède ce seuil, ce 1 volt, et à partir du moment où vous avez une tension sur la grille qui excède son seuil, il conduit, et ça vous fait comme une valve électronique que vous activez en imposant sur la grille une tension qui est supérieure à son seuil. Les autres, on peut les, on peut les déduire par opposition et en référence. Et encore une fois, si vous tentez de vous rappeler des 4 en même temps avec les contraires des contraires, je vous promets que vous allez vous mélanger. Donc, je vous recommande de ne pas faire ça. Je vous recommande vraiment de vous en prendre un comme base de référence, le N enrichissement. Ensuite, le P enrichissement, c'est assez facile. La polarité des porteurs, c'est l'inverse. Puis pour réussir à le faire conduire, il faut mettre une tension négative sur la grille, négative par rapport à la source, puis il faut que cette polarisation négative sur la source soit en magnitude plus grande que le seuil. Donc quand on le regarde comme ça, tout est facile. Puis maintenant, les déplétions, les transistors à appauvrissement, ben, c'est des transistors tels que on a dopé la région physique du canal de telle sorte qu'on a mis des ions fixes et avec ces ions fixes, le transistor conduit déjà, même quand il n'y a pas de polarisation sur la grille. Donc, si on change un peu de niveau d'abstraction, et là, je vais aller carrément chercher des éléments de la feuille synthèse et je vous le présente sous l'angle de la feuille synthèse et comment vous en rappeler. Donc, voici le symbole de votre transistor N à enrichissement, source, grille, drain. Le courant de grille est 0, vous avez un courant de drain, un courant de source, et lui, il y a un seuil qui est positif. Transistor P enrichissement, il y a un seuil qui est négatif. Remarquez que pour un N, d'habitude, on met la source en bas. Pour un P, on met la source en haut. Parce que pour un N, la source, c'est typiquement le potentiel le plus bas vu par le transistor. Et pour la source, c'est le potentiel le plus haut vu par le transistor. Et là, on ancre très fortement cette analogie drain, collecteur, source, émetteur, grille, base, pour un NPN qui est un peu le frère jumeau du PNP. Peut-être pas, pas un jumeau pareil, mais un jumeau hétérozygote. Là, c'est pas exactement la même ADN, mais ça se ressemble beaucoup. NPN et transistor NMOS, PNP et transistor PMOS, où l'analogue de l'émetteur est la source, l'analogue du collecteur est le drain, l'analogue de la base est la grille. Donc le NPN est l'analogue d'un NMOS, le PNP est l'analogue d'un PMOS, l'émetteur c'est comme la source, la base c'est comme la grille, le collecteur c'est comme le drain. Donc quand vous voulez vous retrouver, voici un peu comment vous retrouvez à la base où vous êtes face à un transistor dans un circuit pour savoir par quel bout le regarder, par quel bout le prendre. Donc, là, vous avez une feuille synthèse, puis bien sûr, là, mon but est de capitaliser sur l'investissement qu'on a fait sur les transistors NPN. Donc, on peut regarder le transistor NPN en rappel. Vous avez le NPN, vous avez donc le transistor bipolaire NPN, le NMOS, et donc le VBE que vous imposez sur un transistor bipolaire pour qu'il conduise, c'est un peu l'équivalent du seuil. Le VBE que vous mettez sur un PNP pour qu'il conduise, c'est un peu l'équivalent du
seuil et il y a une analogie forte de l'un à l'autre. Quand on regardait le transistor bipolaire, ben, il commençait à conduire à VBE, puis ensuite c'était une exponentielle. Le transistor MOS va avoir une relation qui est similaire. Il y a un seuil, et le seuil, il n'est pas fixe. Il dépend des caractéristiques du procédé de fabrication, et l'ingénieur de procédé peut mettre le seuil où il veut, incluant du côté négatif. Donc, a priori, quand on fait rien, le seuil est positif. Ça prend une certaine polarisation sur la grille pour induire un canal. La différence entre cette courbe, celle-là, comme on va le voir plus loin dans le cours, c'est que cette courbe est une quadratique, alors que celle-là est une exponentielle. Mais en gros, là où il y a une exponentielle, ici il y a une quadratique, puis on va faire plus ou moins la même chose. Mais le transistor, les courbes d'un transistor MOS qui conduit, ben, il va avoir une zone qui passe par 0 quand le transistor conduit. Il va arriver, il va entrer dans un mode de saturation. Après, il va avoir une pente, puis il va avoir une tension de Hurley. Et puis, c'est comme pour le transistor bipolaire. Donc, tout ce que vous avez appris et j'espère compris pour le transistor bipolaire, ça se transpose pour le transistor MOS. Et donc, il y a des relations qui existent qui décrivent l'effet Hurley pour le transistor MOS, qui sont très semblables à aux relations que l'on a pour le transistor bipolaire. Donc, on peut les mettre côte à côte dans une fiche synthèse pour se rappeler de l'un et de l'autre, mais vous voyez le très grand parallèle qu'il y a entre les deux et les comportements qu'on va voir au niveau circuit. Qu'est-ce qui limite le gain? C'est quoi l'impédance de sortie? C'est quoi les configurations? Bien, vous allez voir qu'à la fin de la journée, c'est très, très semblable. L'un est une grande inspiration pour l'autre. Donc, ça, c'est la fiche synthèse. Là, je ne vais pas aller dans trop de détails. C'est la fiche synthèse et les équations qu'il y a là-dedans, on va les développer dans, dans l'heure qui suit, dans l'heure de cours qui suit et les heures de cours qui suivent. Donc, mais ça, c'est au niveau d'une fiche synthèse que vous avez pour aide-mémoire. Évidemment, je ne conseille pas d'essayer de mémoriser ça comme des perroquets, absolument pas. Le principe de fonctionnement, c'est que vous avez une fiche synthèse que vous avez à côté de vous quand vous faites un problème, et en temps opportun, quand ça fait assez longtemps que vous travaillez avec ça, vous allez finir naturellement par les connaître par cœur, mais pour ceux qui n'en feront pas une carrière, ben, retournez à votre fiche synthèse parce qu'à un moment donné, l'équation, quand ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué avec, on l'oublie, c'est normal, c'est humain, moi le premier. Donc, on a vu des modèles petits signaux, petits signal, et on avait des modèles petits signal pour un transistor bipolaire. Sans surprise, on va avoir à peu près les mêmes pour un transistor MOS. Donc, ça vous donne un peu, ça vous prépare à ce qui s'en vient dans le cours. On avait eu un modèle en pi, on va avoir un modèle en pi. Il y avait une résistance RP, il n'y en aura pas, parce que l'équivalent de la résistance RP, c'est un condensateur, il n'y a pas de courant à fournir. Et là où il y avait bêta IB, donc une source de courant commandée par un courant, bien là, c'est une source de courant commandée par une tension. Donc, vous voyez le parallèle entre les deux. Puis là, bien sûr, si je vous dis que j'ai un transistor qui a ça comme modèle équivalent et que je veux le mettre dans une configuration pour faire des amplificateurs, bien, vous allez voir que toutes les configurations qu'on a proposées pour faire des circuits avec les transistors bipolaires, bien, il y a une transposition qui vous donne quelque chose de similaire comme comportement avec un transistor MOS. Puis de la même façon qu'on avait un modèle en T, on peut se donner un modèle en T. On va revenir dans le détail. Ça, c'est au niveau d'un aide-mémoire. C'est juste pour vous avertir, pour vous prévenir qu'il y a un parallèle proche entre les deux et que j'ai bien l'intention de me servir de ce qu'on a appris avec le transistor bipolaire pour faciliter votre compréhension et pour peut-être un peu accélérer la communication et l'apprentissage de certains circuits et certains montages. Et là, ça s'en vient plus tard dans le cours, c'est déjà là sur la fiche aide-mémoire, c'est les comportements à haute fréquence. Ça, on va y venir dans quelques heures
du module de cours dans 2, 3 semaines, peut-être 3 semaines. Donc, c'est absolument pas pour maintenant, mais c'est déjà là sur la fiche synthèse. Donc, on a dit, pour ce qui est des configurations au niveau d'un aide-mémoire, là où vous mettiez un émetteur commun pour faire un amplificateur et les propriétés que vous aviez d'un émetteur commun, ben, vous allez avoir la configuration source commune, puis elle va à peu près avoir toutes les mêmes propriétés. Les équations vont varier un petit peu, et ça dépend bien sûr évidemment, des caractéristiques du modèle petit signal, mais le parallèle de l'émetteur commun, c'est le transistor exploité en source commune. Le parallèle du collecteur commun, c'est le transistor exploité, le MOS exploité en drain commun. Et là où vous aviez la configuration de transistor en base commune, bien, on peut faire la configuration en grille commune et ça va vous donner des propriétés circuits qui vont être similaires. Donc, juste pour résumer les propriétés des 4 types de transistors, donc, je vous propose vraiment de vous fonder sur ce transistor. Là, je me permets de l'écrire. Donc, il y a un seuil qui est ici, et après le seuil, il va conduire. Et ça, c'est les caractéristiques de votre transistor N en enrichissement, et c'est votre transistor de base. Donc, il y a 3 autres types de transistors. Donc, si je fasse, donc, ça c'était mon transistor vanille, mon transistor de base, le NMOS à enrichissement. Si maintenant je m'en vais au PMOS, ben, il va avoir un seuil qui va être négatif. Il y a cette même caractéristique quadratique et ce même comportement. Donc, là où vous avez un transistor MOS de type N à enrichissement, il y a son inverse, son image miroir, si vous voulez, qui est le P à enrichissement. Ensuite, je fais ça et vous avez la capacité, quand vous êtes ingénieur de procédés, de prendre cette courbe qui est ici et de la décaler. Et on peut faire ça en s'arrangeant pour mettre des ions de façon fixe dans la surface de la tranche de silicium. Et comme les ions sont prisonniers de la structure cristalline, ça ne bouge pas. Donc, c'est comme s'il y avait une polarisation permanente sur la grille sans que vous n'y mettiez rien. Et quand vous venez faire ça, ce que vous venez faire, c'est que vous venez prendre la courbe E, le crayon. Donc, vous venez prendre la courbe du N en enrichissement et vous la décalez par là. Bien sûr, on pourrait aussi la décaler par là. Vous pouvez ajuster le seuil comme vous voulez quand vous êtes un ingénieur de procédé. On peut la tasser vers la droite pour que ça prenne plus de polarisation sur la grille pour qui conduise, ou on peut la tasser vers la gauche pour réduire le seuil, puis on peut la tasser tellement vers la gauche que le seuil va devenir négatif, et donc le transistor va déjà conduire quand il n'y a rien sur la grille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Puis de la même façon, vous avez votre P en enrichissement, et vous avez votre P en enrichissement qui est là, et vous pouvez prendre cette propriété-là et la casser vers la gauche par un dopage approprié dans la structure cristalline qui va faire en sorte que le transistor conduise déjà quand il n'y a aucune polarisation sur la grille. Puis là, à ce moment-là, le seuil qui était en valeur absolue plus grand que 0 négatif, bien sûr, mais en valeur absolue plus grand que 0, bien là, il est rendu positif. Donc, à un moment donné, seuil positif, seuil négatif, c'est ce que je vous dis, on s'y perd. Mais moi, ce que je vous propose, c'est, rappelez-vous que le transistor de base, il est là. Si vous voulez décaler sa caractéristique, vous pouvez le faire et en faire un transistor quand vous êtes un ingénieur de procédé, bien sûr. Pas quelque chose que vous pouvez faire dans un circuit comme un utilisateur d'un transistor. Mais il existe un transistor à appauvrissement, à déplétion, qui est une variante du transistor pour lequel le seuil a été décalé vers la gauche. Et
Ensuite, vous avez le transistor P qui est ici, et vous avez la version décalée du transistor P. Donc, ça vous donne vos 4 types de transistors. Donc, je vais arrêter ce premier bout du module de cours ici. Je pense que c'est déjà une grosse bouchée. Puis, on va revenir pour rentrer dans la suite plus en détail sur la structure du transistor MOS et comment il fonctionne.